Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, de passer ce petit moment avec vous, le temps de cette vidéo. Voilà, j'aimerais vous raconter un petit peu comment ça se passe maintenant ici en Bretagne. Ça fait 3 semaines que je suis arrivée et vous raconter la suite de mes projets. Alors voilà, mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'aime bien vous accueillir, vous dire que vous êtes les bienvenus. Euh, c'est une chaîne qui est dédiée au deuil, mais pas simplement au deuil, c'est simplement pratiquement comment est-ce qu'on fait pour survivre en fait à la douleur, comment est-ce qu'on fait pour vivre et de quoi on peut remplir son quotidien une fois qu'on a perdu vraiment tous les repères dans sa vie, dans, dans des moments voilà, de perte totale de repères, c'est le mot exact. Alors voilà, j'ai perdu ma soeur jumelle au début de cette année 2023. Je n'arrive toujours pas à remonter la pente et je témoigne simplement de ma façon à moi de vivre son deuil et de rester sur cette terre en essayant de m'occuper pour y arriver. Voilà, donc vous êtes bienvenus pour vous abonner. Bien évidemment, témoigner aussi de votre expérience à vous, même si elle est ancienne. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps de le faire et je les remercie pour ça. Ça peut tomber à n'importe quel moment de notre vie et des moments comme ça, vous le savez sûrement, c'est qu'on traîne parfois pour se vider la tête et chercher d'autres moyens d'oublier. Et donc on peut tomber sur des vidéos comme ça sur YouTube. Donc j'ai créé vraiment cette chaîne dans cet objectif de partage, de créer une petite communauté et puis de libre parole. Voilà, donc dans l'espace des commentaires. Gardez quand même à l'esprit toujours d'avoir un discours bienveillant. N'oubliez pas que derrière ces vidéos et derrière ces commentaires, il y a des gens qui souffrent vraiment et on a tous une façon différente de l'exprimer. Voilà, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo et voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne, vous savez que je fais un deuil d'une façon un peu nomade. Pratiquement tous les 2, 3 mois, 4 mois, je change d'endroit et je vis des expériences différentes. Je fais ça aussi parce que j'ai besoin de me bousculer. Je sens euh, que j'ai besoin de créer de la vie aussi à l'intérieur de moi. Au moment où ma soeur jumelle est morte, j'ai brutalement changé de vie du jour au lendemain parce que ça faisait 4 ans qu'elle était malade. Pour ça aussi, je vous invite à regarder les anciennes vidéos pour avoir vraiment tout le contexte. Mais j'étais un peu la tête dans le guidon, comme on dit, et j'étais suroccupée en fait. J'étais tellement occupée que j'avais pas une seule seconde pour réfléchir à rien en fait, simplement à aider ma sœur à survivre moi-même, à ce qu'elle puisse survivre elle, essayer d'être là où c'était nécessaire. Et se retrouver du jour au lendemain avec ma sœur qui est morte donc j'ai été très occupée au début bien sûr parce que j'ai dû m'occuper avec ma mère dans un premier temps, puis avec ma grande sœur et le reste de ma famille et mon frère aussi des obsèques. Donc il y a une continuité de surdose d'activité tout de suite après. Mais après, c'est la grosse chute. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à vivre cette expérience d'avoir quitté votre vie pour vous occuper de la personne qui est défunte maintenant. Et vous ne pouvez pas vous laisser emporter dans un rythme de travail ou avec des collègues, avec une vie normale en fait. Moi, j'ai été exclue entre guillemets de la vie normale depuis 4 ans. Et c'est pas à ce moment-là que j'allais re-rentrer dans une vie classique, on va dire. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis certaine que vous êtes aussi nombreux à avoir vécu un deuil qui vous laisse un vide, bien sûr, au cœur, hein, mais un vide de présence et un vide d'activité. Parce que c'était ça mon travail.
même si ce n'est pas les mots appropriés, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Quand on est proche aidant familial, c'est tellement de boulot, c'est tellement de préoccupations, c'est tellement énergivore et puis extrêmement stressant. Voilà, donc ce qui s'est passé après, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai enregistré ces premières vidéos. C'était en janvier. Et j'étais à ce moment-là chez ma mère au Maroc j'étais juste face à la douleur et avec cette équation de je suis là, ma sœur est morte, ma sœur jumelle, c'est un constat qui est concret, mais qui est inacceptable dans mon cerveau. J'ai une petite chatte à côté de moi qui est en train de miauler, qui répond à ce que je suis en train de dire. Viens Minette si tu veux devant la caméra. C'est une petite chatte qui a été abandonnée et qui a été récupérée et qui a un caractère bien à elle et elle aime bien communiquer, donc ça me fait plaisir à chaque fois qu'elle parle. Voilà, donc aujourd'hui je fais un peu, j'ai parlé un peu du début de cette histoire de deuil. Vous doutez bien que cette histoire n'a pas commencé au moment du deuil, mais moi j'ai créé cette vidéo, cette chaîne pour parler vraiment du quotidien de quelqu'un qui est en deuil. Mais cette histoire a commencé bien évidemment 4 ans plus tôt quand elle est tombée malade, et même je dirais avant, parce que bien sûr on cherche à comprendre qu'est-ce qui a poussé la personne à... Donc là il s'agit de ma soeur jumelle, à tomber malade en fait, qu'est-ce qui lui est arrivé. On essaie de remonter le passé et de se dire c'était quand en fait les derniers moments où on a vécu heureuse toutes les deux, ou même elle sans moi, c'est-à-dire dans sa vie, quels étaient ces moments où il n'y avait pas cette notion de maladie, il n'y avait pas cette notion de danger de mort, il n'y avait pas cette perception d'existence à ce point fragile et du risque de la séparation définitive, de cette brutalité de vie en fait. Toutes ces questions-là. Donc bien sûr, je pense que vous devez être un peu comme moi à remonter le passé, essayer de vous rappeler de tous ces moments-là, les moments de vie, les moments de partage, les moments d'insouciance en fait. Bien évidemment, ce n'était pas de l'insouciance, mais ce que je veux dire, c'est que je vois la différence de ce que c'est maintenant entre la vie d'avant, où ma soeur et moi, on se torturait tellement à vouloir être bien, à vouloir faire les choses bien, à vouloir poursuivre une carrière, à vouloir se remettre en question tout le temps, à se lancer des défis. Je veux dire, vraiment, c'était pas facile. Et donc, je peux pas dire qu'à ce moment-là, on avait une vie d'insouciance. Parce qu'à ce moment-là, je vous aurais dit, ah, mais pas du tout, ma vie est très compliquée, c'est très difficile. Mais il ne s'agissait pas de vie et de mort. Et maintenant, je fais la différence. À partir du moment où on est rentré, ma soeur et moi, dans cette espèce de vortex de la maladie, c'est pas n'importe quelle maladie, vous le savez, et ça j'en ai parlé dans les vidéos précédentes où je vous parle de ça, du monde médical et de ce que les gens vous disent autour de vous. Le cancer, c'est une condamnation à mort pour la majorité des gens. Les gens ont ça dans l'imaginaire. Il y a énormément de gens qui meurent de tout un tas de choses sur cette planète. Ça fait partie du cycle de la vie et de la mort. Mais quand on prononce le mot cancer, ça reste effrayant pour la majorité des gens. Et pourtant, il y en a tellement des gens qui guérissent du cancer. Il y en a tellement des gens qui ont réussi à se réinventer une vie plus appropriée à ce qu'ils ont besoin et finalement être plus heureux après être passé par la maladie du cancer et d'avoir guéri. Il y en a même qui guérissent d'un cancer, qui se déclarent un deuxième cancer, qui guérissent du deuxième cancer, qui vont déclarer un troisième cancer, qui guérissent du troisième cancer. En fait, il n'y a pas... dans la réalité, évidemment que chaque histoire est unique et qu'il n'y a pas vraiment une telle condamnation à mort. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de cette maladie. Donc on fait un raccourci et on pense immédiatement, je suis concernée, j'ai la maladie, donc je risque la mort.
En réalité, on risque tous la mort au quotidien, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est invivable. On ne peut pas passer son temps à vivre en se disant je vais mourir. C'est contre nature. Alors oui, toutes les personnes qui sont, je pense comme moi, ou qui sont beaucoup plus avancées que moi dans le chemin de la spiritualité, vous savez très bien que si, c'est ça. Au bout d'un moment, on vit avec cette conscience du côté éphémère de la vie. Et c'est ce qui fait qu'on trouve tellement de bonheur à vivre la vie. Parce qu'on profite de chaque instant, parce qu'on comprend qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais moi, je ne suis pas à ce stade-là. Je navigue en fait entre les deux. Entre la vie ordinaire, normale, classique, et puis la vie spirituelle qui est vraiment une conception vraiment à part de la vie et de la mort. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est engagé à un niveau très élevé dans une vie spirituelle pour penser à ça de cette façon-là au quotidien. Et je dirais même, c'est mieux pour moi parce que je pense que la vie, elle est concrète aussi. Et il faut aussi passer par ce côté concret avant de rester dans une vision très spirituelle des choses. Il faut être capable de vivre les deux en fait. Donc voilà, je vous raconte un peu ma façon de réfléchir maintenant. Parce que vous vous doutez bien que ce retour en Bretagne, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'était l'objectif. C'était de s'arrêter, arrêter d'être dans le faire. Je fais en permanence. Et d'être plus dans le et maintenant. Et maintenant qui je suis, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je vais et comment est-ce que je vis cette information, je l'appelle comme ça, du deuil, de me dire donc maintenant ma vie c'est comme ça. Alors je fais une petite pause parce que j'ai la chatte qui miaule à côté. Minet, elle parle toute seule, voilà. Donc je suppose qu'il n'y a pas de hasard. Je suis en train de parler de choses émotives aussi. Et vous savez que les animaux sont des anges en fait. Je dis ça comme ça, mais ils absorbent énormément les émotions des humains et ils apportent tellement, tellement de réconfort. Donc ils sont très sensibles aussi à ce qu'on dégage. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ce retour en Bretagne, donc 3 semaines, 3 semaines c'est... Le mot qui m'est venu en tête c'est un enfer. Alors que non, bien sûr, je suis dans des conditions très très agréables, je suis très heureuse d'être en Bretagne. Mais c'est le retour face à soi-même. Je passe de longues heures toute seule maintenant. Heureusement, je ne suis pas toute seule tout le temps. Mais c'est très, 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 très difficile. Je passe des moments où c'est des montagnes russes. Je plonge en fait dans le désespoir. Mais à un point énorme. Je suis tellement angoissée. En fait, je vis une anxiété sans savoir pourquoi. Parce que cette réalité de la mort de ma sœur me dérange beaucoup. Et j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, en fait, ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre qui je suis aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre où je suis. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer pour moi. Qu'est-ce que je dois faire. À quoi bon? À quoi bon rester? À quoi bon vivre? J'ai un sentiment de ça sert à rien, tout ça sert à rien. Donc je rumine énormément, je réfléchis énormément. Et c'est vrai aussi que j'ai suivi ce fameux colloque dont je vous ai parlé la dernière fois. Chaque jour, il y a eu des interviews de personnes qui parlent du chemin de la mort et de la vie après la mort ou de la vie avant la mort, la fin de vie et toutes ces questions-là. Je comprends que ce soit difficile de se plonger dans cette thématique-là parce que c'est pas du masochisme du tout, hein, c'est pas parce qu'en plus les gens qui ont été interviewés étaient vraiment très très bienveillantes, mais ça m'a appris énormément de choses et puis ça m'a redit des choses que je savais déjà pour vraiment en fait comprendre que c'est ça ma réalité parce que je n'arrête pas de fuir.
Donc j'avais besoin aussi d'écouter toutes ces personnes-là pour comprendre que ça s'adresse à moi aussi, que je suis dans ce cas-là. Je suis dans le cas de la séparation, de la mort, du deuil, de la perte, de me dire que je suis venue au monde à deux et aujourd'hui j'ai ce sentiment d'être complètement seule parce que ma soeur jumelle est morte, parce que ma soeur jumelle n'est pas là. Alors, la vie n'a plus de sens parce que là j'ai l'impression que j'ai pas été programmée pour vivre une vie sans elle. Voilà, je ne comprends pas trop en fait. Et je rumine beaucoup, donc je tourne en rond. Donc ça c'est le côté de moi qui est très terre à terre et qui reste dans la douleur, dans la souffrance. Je me pose beaucoup de questions de qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, qu'est-ce que nous n'avons pas compris, à quel moment ça a décroché, etc. etc. Donc c'est très très fatigant. Mais je sais que j'ai besoin aussi de ce moment-là, d'hyper-introspection. Je suis venue pour ça, je me suis posée dans cet endroit-là pour ça, et je ne peux pas rester non plus indéfiniment là-dedans, donc il faut que je passe à autre chose. Voilà. Je ne vais pas rester ici comme ça. J'ai deux choses qui sont devant moi. Donc la chose qui m'attend maintenant, c'est de retourner dans mon appartement, d'affronter cette étape aussi. Donc je ne vais pas y rester, encore une fois, parce que j'ai pesé le pour et le contre. J'ai essayé vraiment d'expérimenter le fait d'être seule de nombreuses heures, comme je vous l'expliquais. Et en fait, je sombre complètement. Je n'y arrive pas. Je suis encore trop fragile. Je n'y arrive pas. Parce que là, je suis en ce moment sans travail. Donc là, tout le mois de septembre, je n'ai pas travaillé. J'ai fait une pause. J'ai pris soin de moi. Je suis allée marcher tous les jours. J'ai fait d'autres choses. Mais je n'ai pas travaillé. Et donc, je ne suis pas dans ce qu'offre un travail, l'oubli, être occupé par quelque chose et avoir des collègues et être dans une dynamique. Donc, je suis vraiment, vraiment face à moi-même. Et donc c'est très très difficile. Donc je ne vais pas pouvoir continuer comme ça, c'est trop difficile. Donc j'ai envie de retourner vers l'action, vers l'activité. Voilà, voilà, il y a une limite à tout quoi. Donc c'est un peu ça mes décisions, c'est que je vais d'abord passer par mon appartement, je vais essayer d'y dormir et voir qu'est-ce qui vient de nouveau. C'est une forme de guérison en fait que j'essaie de faire par étapes. Voilà, revenir, c'est extrêmement répulsif, j'ai aucune envie d'y aller, j'en suis malade rien qu'à l'idée d'y aller, c'est affreux, mais je vais essayer de le faire. Et puis ensuite, j'ai décidé d'aller travailler dans une ferme de permaculture. Donc je suis très très contente parce que c'est une expérience, je pense, qui va être très enrichissante pour moi. Déjà parce que ça va me permettre de continuer à travailler en permaculture, dans le maraîchage, en extérieur. Donc c'est un travail très physique, mais que j'aime, je pense, et l'expérimenter dans un autre endroit. Je l'avais fait donc dans l'ashram de yoga, et là maintenant je vais le faire dans un autre endroit. Voilà, donc je pense que ça va être une très bonne expérience. Donc c'est une expérience courte malheureusement pour l'instant, puisque l'offre est proposée, c'est encore une fois, donc pour ceux qui connaissent, c'est du woofing. Donc c'est encore une forme de bénévolat, et ça dure que 15 jours. Donc après, je ne sais pas s'il y a une possibilité de prolonger sur place ou pas. Je vais voir ça tranquillement avec eux. Et puis sinon, j'ai encore d'autres options possibles. Je suis encore en train d'y réfléchir, donc je ne suis pas certaine. C'est pour ça que je ne vous en parle pas maintenant. Et ensuite, on verra. Donc pour l'instant, ce qui me fait plaisir, c'est de passer les 15 prochains jours d'octobre, la première quinzaine d'octobre, occupée à travailler dans la nature, en extérieur, avec d'autres personnes et dans le domaine évidemment de la permaculture. Donc ça c'est une bonne chose, et puis ça va me faire une coupure par rapport à ce que je suis en train de vivre là. Voilà, je sais très bien que c'est du maquillage. Quand on retourne vers le travail, quand on retourne vers l'activité, la vie en communauté, ça soulage, ça fait du bien. Bon, c'est très difficile, hein, évidemment, vous vous en doutez bien. C'est très dur de s'adapter tout le temps aux autres, de s'adapter à un rythme, de s'adapter enfin à tout.
C'est plus facile d'être chez soi, d'être avec son propre rythme, ses propres décisions, etc. Mais voilà, et puis en même temps, bah, ça permet d'éviter d'être toute seule avec soi-même et avec la douleur. Voilà, ben, j'essaierai bah, de vous enregistrer d'autres vidéos pour vous raconter encore une fois la suite. Euh, c'est pour ça que maintenant je fais des vidéos plus longues parce que effectivement j'ai pas le courage de vous parler plus souvent que ça. J'ai pas le courage d'enregistrer des vidéos plus souvent. J'ai beaucoup de douleur en fait. Je suis vraiment dans la douleur là. Vraiment dans la douleur et je lutte vraiment. Si vous me voyez quand je suis toute seule, je marche énormément. Je marche parce que c'est trop dur. Donc je marche beaucoup à l'extérieur jusqu'au point d'épuisement. Et ça me fait du bien quand je suis dehors et que je marche dans la campagne. Et puis sinon, quand je suis à l'intérieur, eh bien je tourne en rond et je mange parce que je n'arrive pas à rester à supporter la douleur juste comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère pouvoir vous donner des bonnes nouvelles bientôt et puis vous raconter encore bah, toujours la même chose, hein. À quoi ressemble le deuil, à quoi ressemble la souffrance, à quoi ressemble la douleur et à quoi ressemble la lumière au bout du tunnel. Et les choses positives qui se mettent en place petit à petit. On a l'automne qui arrive. C'est une saison avant que j'adorais. C'était une de mes saisons favorites parce que c'est un moment où on retourne vers soi, on a l'intérieur qui est plus confortable, on a envie de passer du temps avec soi-même justement. Et on a les couleurs qui changent, les couleurs orange qui s'invitent un peu partout. C'est vraiment très très beau. La nature aussi exprime beaucoup. Et voilà, et c'était ben, aussi la saison de notre anniversaire, ma soeur jumelle et moi. C'est toujours un moment qu'on aimait bien partager ensemble. Surtout elle, elle avait beaucoup de joie à fêter notre anniversaire à chaque fois. Je ne comprenais pas trop à ce point pourquoi, mais pour elle, c'était très très important. Et c'était impossible de ne rien faire. Et on avait essayé à chaque fois de faire quelque chose ben, de très tendre en fait. On était dans la tendresse. Et donc là, pour moi, cet automne-là, c'est pas du tout agréable. Au fond de moi, je sens que ça vibre le côté confortable, joie d'être en automne. Et au fond de moi aussi, j'ai cette horreur à l'intérieur de moi de me dire que je vais vivre cet anniversaire toute seule et je revis en fait l'automne de l'année dernière, le dernier automne avec ma sœur. Je suis en train de revivre vraiment ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses très très dures l'automne dernier. Et bien sûr, je ne pensais pas qu'elle allait mourir en janvier. Mais l'automne dernier, ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar parce que ben voilà, le 3 ou 4 octobre, elle était rentrée en soins palliatifs de force. C'est pas ce qu'elle voulait du tout, hein. Mais je fais une parenthèse, vous voyez, je vous raconte ça quand même. Elle est rentrée en soins palliatifs et elle devait rentrer que pour 15 jours. En fait, elle ne voulait pas rentrer en soins palliatifs. C'était pas du tout approprié pour elle parce que elle n'était pas prise en charge du tout par un quelconque soin allopathique. Donc, il n'y avait aucune nécessité pour elle de rentrer en soins palliatifs. Elle était à la maison et elle avait déjà un dosage très très faible de ce qu'on appelle de soins palliatifs, de morphine à la maison quand c'était nécessaire. Et elle le faisait parce qu'elle voulait pas, elle voulait rester en bonne santé, c'est-à-dire quand vous prenez de la morphine, des choses comme ça, ben forcément, vous êtes en train de bousiller votre foie et si vous bousillez votre foie, ben vous commencez à être vraiment en danger. Donc elle maîtrisait très très bien tout ça, elle était suivie par son médecin traitant qui comprenait très bien. Et puis elle était alitée sur le ventre depuis des mois et des mois.
et les médecins vraiment ne l'ont pas aidée, à part les médecins en médecine de rééducation, qui avait une équipe là qui la soutenait complètement et qui voulait absolument qu'elle soit retournée sur le dos pour qu'elle puisse faire des exercices de rééducation appropriés et puis petit à petit sortir du lit, se redresser. Donc il y avait vraiment un plan de, de réhabilitation, hein. Là on ne parle pas de guérison. Mais le médecin n'a pas été entendu par l'hôpital, n'a pas du tout été... rien, il a tout fait, il a tout essayé pour obtenir une place dans une unité capable d'aider ma soeur pour 2 semaines pour la remettre donc sur le dos. Et en fait, il s'est heurté à ce truc complètement autoritaire et despotique du monde médical que nous avons rencontré, que lui donc aussi a rencontré. Il a rencontré que des noms en disant mais cette personne doit être en soins palliatifs. En gros, qu'est-ce qu'elle fait encore en vie? Pour nous, elle devrait déjà être morte et nous voulons qu'elle reste en soins palliatifs. C'est là qu'elle doit être. Et le médecin n'a pas été entendu, ma soeur n'a pas été entendue. Ils n'arrêtaient pas de dire cette personne-là veut vivre à la maison. Ça fait 3 ans et demi qu'elle est déjà en train de s'occuper de son cancer et ça se passe très bien, donc laissez-la continuer ce qu'elle a décidé. Mais il n'y a rien à faire, ils n'ont pas voulu, donc ils ont fermé les portes petit à petit de toutes les unités, l'hôpital, les cliniques, parce que c'est un petit endroit où nous sommes. Donc à chaque fois qu'ils demandaient l'autorisation, en fait, ils devaient passer par l'équipe médicale qui soi-disant s'occupait d'elle et qui disait non à tout et qui disait non, il faut qu'elle aille que en soins palliatifs. Donc après, le médecin de l'unité de rééducation a dit je n'arrive pas, je ne peux pas. Personne ne veut nous ouvrir la porte, donc vous n'avez pas le choix. La seule possibilité d'être dans une unité médicalisée, c'est d'aller en soins palliatifs pour faire ce retournement sur le dos avec une équipe qui n'est pas du tout appropriée, parce que ce qu'on a besoin, c'est de gens qui sont dans la rééducation pour pouvoir manipuler une personne dans cet état. Mais il n'y a pas le choix, ils ne veulent pas, donc on est obligé d'aller en soins palliatifs. Et puis vous y resterez que 2 semaines et vous rentrez à la maison. Et il est évident que c'est pas ce qui s'est passé. Quand elle est arrivée en soins palliatifs, le médecin, malgré l'engagement qu'elle avait pris, a refusé de la laisser sortir après que le retournement a été fait sous anesthésie et que ça s'est très bien passé. A refusé qu'elle reçoive évidemment des soins de kiné, a refusé en fait absolument tout ce qui aurait pu aider ma sœur. Elle a juste dit d'une façon détournée, en gros, ce n'est plus le moment d'essayer de l'aider, il faut accélérer sa mort. Et parce qu'elle découvre le cas de ma sœur, elle n'a pas voulu parler au médecin traitant, elle n'a pas voulu écouter ce que disait le médecin de rééducation qui disait, il est venu nous dire... écoutez, moi je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc malgré le fait que la médecin des soins palliatifs n'était pas d'accord pour aider ma soeur, lui il a réussi à venir sous prétexte de visite parce que voilà, il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Il est venu avec son équipe pour lui mettre une attelle au bras parce que son bras était cassé, que personne s'en était occupé. L'air de rien, essayer de mettre en place des bottes particulières, vous savez, pour remettre les jambes en alignement, enfin faire ce que lui sait faire, la rééducation et la réadaptation du corps. Et malgré le fait que le médecin ne voulait pas, le médecin donc des soins palliatifs. Donc lui, il arrivait par derrière, c'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui sont vraiment très toxiques et des gens extrêmement bienveillants dans les mêmes... dans le même domaine. Alors après, ils ne sont pas dans le même domaine, évidemment. Elle était dans les soins palliatifs, elle avait qu'un objectif, c'est faire mourir ma soeur le plus vite possible, soi-disant, parce que c'est de la charité humaine. Et elle n'écoute absolument rien autour d'elle. Ni même, je vous dis, même un médecin qui lui dit « Mais non, mais enfin, il y a quelque chose à faire. Ne précipitez pas les choses comme ça. La femme, elle est jeune, c'est pas une personne âgée. On ne peut pas faire ça avec quelqu'un de jeune. » Donc il a réussi à faire des choses, à placer des choses. Ma soeur était hyper contente. On avait de l'espoir et tout. Et là, la médecin en soins palliatifs a refusé que ma soeur sorte. Elle a posé des conditions qui étaient inacceptables ou infaisables, de sorte à ce que ça bloque d'une façon détournée sa sortie. Et donc elle est restée 2 mois.
2 mois à crever. 2 mois à crever dans ces putains de soins palliatifs mortifères. Et là, même le médecin en soins de rééducation, il a baissé les bras. Il a dit, bah là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui est dans son unité, dans son soin palliatif, qui maîtrise tout, qui a un droit de regard, de vie et de mort sur les gens? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien faire. Même les infirmières et les aides-soignantes, il y en a qui étaient, voilà, elles s'en foutaient parce que c'était leur travail. Et je ne les critique pas, je comprends très très bien, il faut prendre une certaine distance, surtout dans ce travail-là. Mais il y en a d'autres qui, vous savez comment elles sont, ce sont des gens empathiques, qui disaient mais non, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc, on a fini par réussir à la sortir au bout de 2 mois. Mais au bout de 2 mois, en fait, ma sœur avait... je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a dû chuter. Au niveau du moral, elle a chuté. Elle n'en pouvait plus de se battre. Elle n'en pouvait plus de se battre pour avoir juste le droit de vivre, d'être chez elle et de prendre les soins que les médecins du centre de rééducation étaient d'accord de lui donner. Juste ça, foutez-lui la paix, quoi. Et pareil, elle a dû se battre pour réduire les doses de morphine que la médecin voulait. Elle l'a chargée. Ma soeur me dit, je n'arrive plus à réfléchir, s'il te plaît, Kenza, fais quelque chose. Fais qu'elles arrêtent de me bourrer comme ça de médicaments et de sédatifs pour me faire perdre la raison. Elle se battait contre ça. Elle a fini par obtenir que cette... J'ai envie de vraiment l'insulter, mais cette équipe médicale des soins palliatifs finisse par arrêter de lui mettre des sédatifs en pompe, parce qu'évidemment, vous ne contrôlez rien comme ça. Et pour qu'elle revienne à prendre des comprimés. Elle ne voulait pas, la médecin ne voulait pas, parce que ça allait contre son plan. Elle voulait, on sait très bien, augmenter l'air de rien d'une façon continue, donc la morphine et les sédatifs, parce qu'un sédatif, c'est de l'euthanasie, on ne va pas se mentir. Donc progressivement, l'air de rien, pour que la personne accepte de lâcher la vie et d'aller vers la mort. Mais je comprends ça. Pour quelqu'un de plus âgé, pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir, pour quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de vie, qui n'a pas envie d'essayer. Mais c'est pas à vous de décider. Le libre arbitre de la personne, ça existe quand même, normalement. Ça existe. Et là, c'est pas du tout respecté. Donc, c'est très bien de pouvoir offrir ça à un malade qui en a besoin et à sa famille. Mais c'est quand même hallucinant d'autorité, d'obliger quelqu'un qui ne souhaite pas faire ça, utiliser tout ce protocole d'accélération de fin de vie, l'obliger à mourir en fait. Donc ma soeur s'est battue, a fini par récupérer le droit de prendre des comprimés, donc a retrouvé son esprit, a pu reprendre son travail malgré le fait qu'elle était en soins palliatifs. Et alors je peux vous raconter à quel point ils l'ont emmerdée pour ça. Elle était sur son ordinateur, elle avait une réunion, je me rappelle, tous les jeudis, et elle faisait exprès, la médecin, d'envoyer la kiné, la psy qu'elle devait voir de force. Parce que ça aussi, elle était obligée de voir une psy de force alors que ma soeur ne voulait pas. Parce que la psy, tout ce qu'elle faisait en fait, c'était de récupérer les informations, l'état mental de ma soeur pour savoir, et elle allait raconter tout derrière. Elle lui a demandé, ma soeur, est-ce que vous allez rendre compte de ce que je vous raconte au médecin, etc. Et elle ne voulait pas, elle parlait à mi-mot. Donc ma soeur a dit non, moi j'ai ma psy, elle avait sa psy. J'ai une psy qui me suit, qui a ce secret professionnel. Et moi, j'ai rien contre les psys, bien au contraire. C'est juste pour vous dire que tout est organisé pour que on arrive à influencer la personne, à lui faire lâcher prise, à lui faire... Enfin, dans un état de vulnérabilité énorme. J'ose même pas imaginer les personnes âgées, comment elles sont dans cet endroit-là. Enfin voilà, c'était pour vous raconter que je suis en train de vivre cet automne avec tous ces souvenirs-là où je vivais la panique intérieure parce que ma soeur me demandait de l'aide. C'est pas qu'elle me demandait de l'aide, elle criait à l'aide. Elle criait à l'aide. Aide-moi Kenza, sors-moi de là s'il te plaît. Aide-moi à sortir de là.
Donc ben forcément, je revis cette énergie-là. Donc l'automne, pour moi, là, cet automne est très dur. Et il ne fait que commencer. Donc là, je pense que je vais vivre toute la fin de vie de ma sœur, en fait, là. Cette année 2023, j'aurais vécu sa mort le 5 janvier. Et puis en automne, ben, je suis en train de vivre la fin. Donc c'est très très dur. C'est très très dur et c'est pour ça que je vais voir comment faire pour ne pas rester dans la douleur trop longtemps, ne pas rester ici en Bretagne dans la douleur, quoi. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous assure que c'est pas évident de parler de ça. Et j'ai eu besoin de le faire et j'ai mis du temps. C'est pour ça que cette vidéo est longue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous fais un grand, grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me raconter votre histoire. Ça me fait énormément de bien de vous lire. Comment ça va maintenant, comment c'était avant, comment ça s'est passé pour vous. Et merci encore une fois de votre soutien, de vos paroles gentilles, de toute cette bienveillance que vous m'envoyez. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.